Prendre place dans la salle. Est-ce qu'on m'entend? Je vous inviterai à reprendre vos places, s'il vous plaît, dans la salle. On va poursuivre les présentations avec le début du panel 1. Donc, le panel 1 qui s'intitule « Vision, la prise en compte des BNE au Québec, différentes perspectives opérationnelles ». Nous aurons comme conférencier Philippe Bourque, suivi de M. Bassett, Peter Bassett, M. François Crémet et M. Sidney Ribault après, à la suite les uns des autres. Donc, je vous présenterai dans un premier temps M. Philippe Bourque, qui est président du Bureau d'audience publique en environnement. Biologiste de formation, il a œuvré pendant de nombreuses années dans différentes associations intéressées à la protection de l'environnement et à l'application du développement durable. Et pendant quelques années, nous avons été collaborateurs devant la Régie de l'énergie, je vous dirais même. Donc, Philippe, je te laisse la parole pour ta présentation. Parfait, merci beaucoup. Donc, on m'entend bien, j'imagine, le micro fonctionne, ça va? Donc, écoutez, bonjour à tous. Je ne ferai pas de sondage comme l'autre Philippe. J'aurais aimé ça, c'était vraiment le fun. Mais j'ai quand même une question pour vous en commençant. Comment vous trouvez mon image pour illustrer ma présentation? C'est-tu assez kitsch? Hein? C'est pas dans le sens de démodé, là, mettons, mais de surfaite. En fait, moi, je trouve ça assez, disons, ridicule. Tu vides tes poches de change, tu mets ça dans un verre à shooter, boum, puis là, il y a une belle plante en santé qui pousse. C'est un défi technique assez incroyable. D'ailleurs, moi, j'ai de la misère à faire pousser une plante dans la terre puis du compost, fait que je n'arrive pas à comprendre ce phénomène-là. Bref, écoutez, si je vous montre cette image-là, c'est surtout pour illustrer justement à quel point il y a une marge très importante entre l'idée de ce qu'on pourrait appeler verdir l'économie, donc de réduire les impacts environnementaux associés aux activités économiques, et celle de véritablement concilier l'économie et l'écologie. Concilier, ça veut dire faire aller ensemble, rendre harmonieux. Ça suppose une intégration complète, pas de demi-mesure. Voilà. J'ai eu la chance, comme on en a parlé tantôt dans mon introduction, ou un privilège même d'avoir un parcours académique et professionnel où cette idée de réconcilier l'économie puis l'écologie, ça a toujours été au centre de mes travaux, de mon implication. D'abord, on l'a dit, avec une formation académique en écologie, en sciences de l'environnement. Puis, par la suite, 20 ans dans la belle et grande famille des conseils régionaux de l'environnement, des organisations dont la mission consiste justement à favoriser l'intégration des préoccupations environnementales dans les processus de développement. Avec l'idée, dans le fond, que le développement économique doit respecter la capacité de support des écosystèmes et assurer l'équité sociale. Pour votre information, ceux qui ne le savent pas, le président fondateur de cette belle grande organisation qu'on appelle le RNCREC pour les intimes est l'un de nos animateurs aujourd'hui, Maître Marc Turgeon. Cette vision, donc, s'est traduite de manière concrète dans les diverses interventions et activités que mènent les conseils régionaux de l'environnement depuis leur fondation et encore à ce jour. Et à titre d'exemple pertinent du type de travail qu'on fait dans cette matière-là, je souligne notre participation, par exemple, comme membre du groupe de travail sur le milieu rural comme producteur d'énergie. On voit au milieu là, le rapport qui a été présenté au ministère des Affaires municipales en 2011. L'un des principaux constats majeurs que je fais de cette longue expérience-là dans le milieu environnemental ou du développement durable, de cette longue expérience donc de tentative de conciliation, c'est le suivant, puis ça rejoint un peu les résultats des questions que Philippe nous a posées tantôt. L'un, les arguments fondés sur les bénéfices écologiques ne pèsent pas lourd dans la balance des choix individuels et collectifs. Ce sont d'abord les arguments économiques et d'autres qui conditionnent les choix. S'il y a des attributs environnementaux, en général, ça va servir seulement à confirmer un choix qui, déjà, est économiquement avantageux. C'est triste, mais c'est une réalité avec laquelle il faut composer si on veut faire avancer malgré tout
ces belles causes. Donc, ce constat, ça m'amène à 2 avenues de solution. La première, c'est quand c'est possible, si on veut influencer les décisions en faveur de la protection de l'environnement, il faut absolument mettre en valeur les bénéfices économiques qui découlent de ces choix-là. C'est ce qu'on a fait, nous, en 2014, avec la publication d'une étude économique, le 3e document que je présente à l'écran. En gros, le but de cette étude-là, ça disait ceci. Vous n'en avez rien à cirer des changements climatiques, des générations futures, de la pollution de l'air, c'est pas grave. Ici, on fait une démonstration éloquente que réduire la consommation de pétrole, c'est un moyen efficace de s'enrichir collectivement et individuellement. Bref, c'est une façon de quand même faire avancer le mouvement, mais sans perdre de temps trop à essayer de convaincre les gens que c'est important de protéger l'environnement. C'est dur à dire pour un écologiste, mais à un moment donné, quand on essaie cette méthode-là pendant des années puis ça ne marche pas, on se dit faut en essayer une autre. L'autre avenue, c'est celle qu'on va discuter aujourd'hui toute la journée, puis je remercie moi aussi la Régie de nous amener dans cet univers de dialogue et de réflexion, c'est de donner une valeur aux externalités et de les intégrer dans la prise de décision. Quand j'ai commencé, Annie en parlait tantôt, en 1998, à diriger les interventions du RNCREC à la Régie de l'énergie, mes attentes étaient très élevées. Je voyais une occasion en or de favoriser la conciliation des enjeux écologiques et économiques. Notez que dans la politique énergétique de 1996, dont on voit l'illustration de la page couverture ici, on retrouve 15 occurrences du terme externalité. Puis j'ai montré quelques citations, mais donc la politique énergétique doit conduire à une prise en compte systématique des externalités environnementales. Ou encore un peu plus loin, la Régie d'énergie sera en effet appelée à intégrer dans son analyse les effets économiques, sociaux et environnementaux. Donc, comme je vous le disais, la barre des attentes pour moi, qui arrive dans l'univers de la pratique, était très, très haute à l'époque. Et comme vous le savez, quand on tombe de haut, ça fait mal. Puis, j'en profite d'ailleurs pour citer un extrait d'une chanson des Cowboys fringants, dont un petit clin d'œil à notre conférencier de ce midi. Les fausses joies, ça vire en vraie déception. Et des déceptions, j'en ai eu dès l'année 2000, lorsque, effectivement, le gouvernement, le même qui avait adopté cette politique énergétique inspirante, décidait de faire marche arrière avec l'adoption du projet de loi 116 qui allait changer la loi sur la Régie d'énergie et donc briser ce beau rêve que j'avais à l'époque. Je vais laisser de côté un peu les frustrations personnelles pour parler maintenant de quelque chose d'un peu plus positif, donc du BAP et de son expérience donc en matière d'intégration ou d'analyse intégrée. Depuis sa fondation, le BAP se distingue par des analyses qui traitent de manière indissociable les dimensions écologiques, sociales et économiques des projets ou des questions qui lui sont soumises. Ça vaut la peine d'ailleurs de citer un extrait du premier rapport du BAP en 1979. C'était d'ailleurs un dossier énergétique, c'est le projet Gazoduc Québec-Atlantique. Donc, le rapport en page 21 dit ceci. « Étant donné la diversité et la qualité des questions soulevées et compte tenu des intérêts régionaux parfois différents les uns des autres, le BAP ne pouvait pas restreindre la notion d'environnement aux seules questions biophysiques, mais devait y inclure des préoccupations d'ordre socio-économique et culturel. » C'est donc dire que 10 ans avant que le terme ne soit popularisé en 1987 par le rapport Brundtland, le concept de développement durable faisait déjà partie d'un filtre dans les analyses du BAP. Donc, c'est quand même assez important de se le mentionner en termes d'organisation inspirante qui a été mise en place en 1978. En prévision de ma présentation aujourd'hui, j'ai demandé à certains de mes collègues analystes au BAP de brosser un portrait sommaire de la manière dont les enjeux économiques ont été pris en compte dans les commissions depuis 1998. Donc, on a choisi une date mitoyenne. Le BAP a 40 ans, mais on a choisi donc la date à peu près de l'entrée en fonction de la Régie de l'énergie. Pas celle qui est arrivée en 1930, là, mais celle de 1998. Et donc, il y avait 191 rapports qu'on a examinés. Dans ces rapports-là, on note 757 avis, constats et recommandations qui portent directement sur des questions économiques, dont 230 sur l'énergie. Ça touche à des thèmes, comme vous le voyez ici, comme les retombées économiques, la redevance, la cohabitation des usages ou encore la dynamique offre-demande. On a aussi regardé en particulier la notion d'externalité et dans ces 191 rapports-là, la notion au sens large a été analysée dans 28 rapports et pour 16 d'entre eux, on mentionne explicitement le terme externalité ou encore internalisation des coûts.
À titre d'exemple, je pense que c'est une belle formulation qu'on retrouve ici pour exprimer cette notion d'externalité-là. C'est dans un rapport sur un site d'enfouissement sanitaire, celui de Lachenay en 2003, où la Commission mentionne qu'elle estime que le faible coût d'enfouissement offert par les lieux de grande capacité encourage ce mode de gestion au détriment des 3 RVE. Elle est d'avis que les tarifs de l'enfouissement devraient inclure l'ensemble des coûts sociaux et environnementaux qui en résultent. C'est intéressant aussi de noter que dans plus de 50 des rapports examinés, la Commission se penche sur une forme de compensation lorsqu'un projet perturbe des milieux de vie ou encore affecte d'autres activités économiques. Donc, on peut voir ces compensations un peu qui s'apparentent à une forme d'internalisation des coûts. On parle entre autres, par exemple, de compenser diverses formes de pertes de milieux naturels ou encore des pertes financières qui découlent des conflits d'usage entre le projet et d'autres activités qui se déroulent sur le territoire. Je termine enfin, puisque le thème du panel ici, c'est les perspectives opérationnelles, pour proposer, de mon point de vue, en conclusion, dans le fond, où je vois la rondelle s'en aller, de notre point de vue à nous en évaluation environnementale. C'est un recours accru à ce qu'on appelle l'analyse avantage-coût. C'est un terme qui est employé, similaire à ce que Philippe a présenté tantôt, mais c'est le vocabulaire qui est employé en évaluation environnementale. Donc, ce type d'analyse permet de confirmer, d'une part, si les bénéfices attribuables à un projet dépassent les inconvénients, et aussi, ça peut permettre de comparer entre elles des variantes ou divers projets, et même le statu quo, pour déterminer l'option qui va être la plus rentable économiquement pour la société. Donc, parmi les 191 rapports qu'on a examinés, 15 insistent sur la nécessité de mettre en perspective les retombées d'un projet par rapport à ses coûts environnementaux et sociaux, notamment au moyen de l'analyse avantage-coût. Puis, comme je vous le disais tantôt, c'est un terme qu'on voit de plus en plus en évaluation environnementale. Depuis la réforme de la loi sur la qualité de l'environnement en 2017, le ministère de l'Environnement peut exiger la production d'une telle analyse par l'initiateur de projet dans sa directive d'études d'impact. Et ça s'est fait récemment, on l'a vu pour ceux qui ont suivi l'actualité, le projet GNL Québec ou encore celui du tramway à Québec. Donc, ça termine ma présentation, mais en terminant, en passant, je disais tantôt que le poids des préoccupations écologiques, en général, ça ne fait pas la différence par rapport aux préoccupations économiques. On a une belle illustration ici où la Terre entière ne fait même pas le poids avec une petite poignée de billets de banque. Donc, c'est pour vous montrer à quel point, et des fois, il y a de l'absurdité dans ce genre d'illustration. Merci. Merci beaucoup, Philippe. On va passer maintenant à la prochaine présentation, la présentation de M. Peter Bassett. M. Bassett est président de Service Performance énergétique. Il possède une expérience de plus de 35 ans dans le domaine de l'efficacité industrielle, tant des systèmes de gestion d'énergie, d'information sur la gestion, ainsi que la gestion stratégique de l'énergie. M. Bassett, on vous invite à commencer votre présentation. Merci beaucoup. Bon matin. Samuel, j'essaie de voir les diapos, si vous avez les diapos. Oui, OK, merci beaucoup. Bon matin, puis merci pour l'opportunité de parler ce matin. J'ai passé 38 ans dans l'efficacité énergétique, gestion de l'énergie, principalement travailler avec les grands utilisateurs de l'énergie côté comme participants dans les programmes. Cet chemin m'a amené à plusieurs pays dans le monde. Les premières 15 ans, j'ai travaillé plus un proche projet, des interventions technologiques, des changements, des projets technologiques pour créer des économies énergétiques. Au début de l'année de 2000, 2002, 2011, j'ai plus utilisé mon expérience de percer des organisations industrielles avec des décisions reliées avec l'efficacité énergétique pour
élargir la pénétration d'efficacité énergétique dans des régions, dans des pays, dans des provinces, dans certains États. Et depuis 2007, mon travail a eu une évolution plus vers des systèmes de gestion de l'énergie, c'est-à-dire un système de gestion pour énergie qui est intégré dans la manière qu'une organisation fonctionne pour générer des améliorations en continu de l'énergie. On passe à la prochaine diapo. Et présentement, notre travail est strictement travailler avec les grands utilisateurs de l'énergie pour leur aider d'établir des processus de gestion de l'énergie comme organisation qui impliquent de faire des projets, de aussi créer des économies par leurs actions opérationnelles jour à jour et pour rendre l'amélioration de la continue de l'énergie systématique à l'intérieur de leur organisation. Et on fait ça dans plusieurs juridictions dans l'Amérique du Nord. Prochaine. À l'intérieur de ces programmes, notre expertise est principalement travailler avec les utilisateurs de l'énergie industrielle. Puis, j'apporte cette perspective ce matin pour le colloque. Je suis pas expert pour les issues régulateurs. J'apporte la perspective des grands consommateurs de l'énergie. Et comme vous voyez, peut-être au Québec, Kruger, Domtar, IBM, Saputo, c'est les types d'organisations qu'on travaille avec. On va passer à la prochaine diapo. Comme ça, je mets cette diagramme devant vous pour clarifier l'évolution dans le marché que moi je vois avec mon travail avec les grands consommateurs de l'énergie. Ils veulent avoir des économies en énergie, mais de plus en plus, nos plus grands clients, ils ont adopté des politiques, des objectifs et des cibles pour réduction des émissions gaz à effet de serre. Comme ça, de plus en plus, c'est une issue importante pour eux. Et j'entends plus en plus nos clients qui disent, OK, 2030, on a besoin de couper en deux nos émissions, 2050 à zéro. Et j'entends ça plus en plus. Comme ça, l'évolution dans le marché est la même comme un peu mon expérience. Les organisations, ils ont commencé avec l'approche projet. Ils essaient de faire des changements technologiques, générer des économies de l'énergie. Maintenant, ils commencent aussi d'essayer d'intégrer la gestion de l'énergie dans maîtrise opérationnelle, la manière que les opérateurs, les personnes d'entretien, ils ont un impact sur la consommation de l'énergie à l'intérieur de l'usine. Ils essaient d'intégrer la connaissance, les procédures reliées avec ces actions. Et il y a certains qui même, ils mettent un système en place, un système de gestion. Comme ça, si vous voyez en bas, là, j'ai mis des cercles en rouge. Le plus qu'on monte cette échelle, le plus qu'on ait besoin d'intégrer la gestion d'énergie avec leur système de gestion de leurs organisations. Quand on rentre dans une usine avec 1000 personnes, ça fonctionne dans une manière très spécifique avec des systèmes de gestion. Comme ça, si vous voulez avoir vraiment une augmentation d'économie énergétique et des réductions d'émissions de gaz de serre, il faut que vous aussi adressez de changer ou de rentrer énergie dans ces systèmes de gestion et que vous touchez plus de personnes dans l'organisme. Comme ça, l'évolution que je vois présentement dans le marché, c'est adaptation des systèmes globaux pour amélioration en continu de l'énergie. Prochaine diapo.
Quand j'ai été invité à présenter à ce colloque, j'ai pensé plusieurs dimensions. Première, quels sont les bénéfices non énergétiques pour nos clients reliés avec leur participation dans des programmes efficacité énergétique, gestion de l'énergie. Une, c'est certainement des réductions gaz à effet de serre. Il n'y a qu'une question qui commence d'avoir une valeur à ça. Et pour moi, j'ai passé 38 ans dans ce domaine parce que j'ai décidé, depuis 38 ans, j'ai vu le gros problème écologique. Il faut faire quelque chose. Puis, j'ai passé les dernières 38 ans à faire quelque chose. Et maintenant, on travaille avec plusieurs organismes dans l'Amérique du Nord. Deuxième niveau, c'est quand la sensibilité autour de comment mes actions aujourd'hui, ils ont un impact sur l'énergie et est-ce que je peux faire quelque chose aujourd'hui, pas dans l'avenir, maintenant. Et ça, c'est les équipes opérations, entretien. Ils commencent de générer aussi un type d'économie par maîtrise opérationnelle. Il y a plusieurs programmes qui aussi encouragent ces types d'économies. Mais le troisième niveau, c'est vraiment, il y a des programmes maintenant qui essaient d'influencer des organismes, des grands organismes qui consomment les grandes quantités de l'énergie, d'adopter un système, une approche systématique pour générer amélioration en continu de l'énergie. Et aussi, ils augmentent leur capacité organisationnelle pour générer économie chaque année en accord avec certaines cibles et objectifs de réduction. Prochaine diapo. Comme ça, une structure, c'est quoi une structure de gestion de l'énergie? Le point numéro 1, c'est la direction, leadership dans des organismes. Ils adoptent une politique pour amélioration en continu de l'énergie. Ils assignent responsabilité. Numéro 2, ils mettent une équipe en place, des personnes spécifiquement avec responsabilité pour livrer amélioration. Ils ont un processus de planifier comment d'atteindre cette amélioration chaque année. Numéro 4, ils mettent ces plans d'action en opération. Ils contrôlent des usages significatifs, les refroidisseurs, des grosses machines industrielles. Mais aussi, ils engagent leurs employés. Ils changent culture. Ils créent une culture de sensibilité autour de l'énergie. Et point numéro 5, ils ont un moyen de mesurer et de créer information, feedback autour de ces procédés. Comme ça, vraiment, cette structure, c'est une structure très connue par des industries. Ils l'utilisent pour amélioration en continu de l'environnement, qualité, maintenant pour énergie. Prochaine étape, prochaine diapo. Et est-ce qu'on est capable de mesurer un système de gestion de l'énergie? Oui. Et la réponse est absolument oui. Il y a des processus pour mesurer la conformité avec les exigences, avec une norme pour un organisme qui est certifié pour un système de gestion de l'énergie. Il y a des auditeurs indépendants qui checkent toutes les composantes d'un système et ils donnent une certification où ils identifient des non-conformités. Prochaine diapo. Comme ça, en conclusion, moi, j'ai passé 38 ans dans ce domaine, essayer de faire quelque chose. Je suis sensible à la crise environnementale qu'on est dedans maintenant. Pour moi, le temps pour planification est passé depuis 1990. On a eu 30 ans de faire quelque chose et maintenant, on est tard. Et la politique au Québec de réduire nos émissions de gaz à effet de serre est très importante, pas même au Québec, mais pour la planète. Et côté industriel, je vois que ces organisations sont de plus en plus sensibles aussi. Ils commencent à faire leur part, mais ils ont besoin de
l'aide des programmes. Comme ça, je peux partager de plus en plus les grands utilisateurs de l'énergie. Ils établissent des cibles et des plans pour réduction des émissions de gaz de serre. Ces participants ont clairement des bénéfices non énergétiques associés avec leur activité dans les programmes d'efficacité énergétique. Pour moi, c'est clair que c'est un bénéfice non énergétique important pour ces consommateurs. Mais de plus, il existe de plus en plus des programmes d'efficacité énergétique qui favorisent le développement des capacités organisationnelles pour la gestion de l'énergie. Cette capacité organisationnelle a une valeur non énergétique en plus des économies énergétiques. L'amélioration de la capacité organisationnelle pour la gestion de l'énergie est critique pour atteindre les objectifs de la politique énergétique du gouvernement de Québec. Pour moi, quand je vois le chemin devant nous pour vraiment réduire nos émissions gaz à effet de serre, il faut que les grandes organisations industrielles, commerciales, institutionnelles, ils font quelque chose parce qu'ils consomment une grande quantité de l'énergie. Comme ça, pour effectuer un changement dans ces grandes organisations, il faut adopter soit l'approche de système de gestion parce qu'ils fonctionnent avec des systèmes de gestion. Comme ça, je pense que l'amélioration de cette capacité pour des organisations est un bénéfice non énergétique qui est directement relié avec la production d'économie, production de réduction de gaz à effet de serre. Et c'est possible de mesurer cette capacité organisationnelle. Je ne suis pas expert dans le domaine des régulateurs, mais je partage mon expérience par perspective des industries qui essaient de faire des travaux présentement pour améliorer l'efficacité énergétique. Merci beaucoup. Monsieur Bassett, on va passer au prochain, si vous voulez bien. Monsieur Crémet, que je vois à l'écran. Là, maintenant, je vois plein écran. Alors, Monsieur Crémet occupe le poste de directeur principal d'investissement durable, Caisse de dépôt et de placement Québec. Par cette fonction, notamment, il chapeaute les activités associées à la mesure de l'impact et de l'engagement des sociétés et gestionnaires de portefeuille. Alors, c'est à vous. On vous écoute. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Turgeon, pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Désolé de ne pas pouvoir être avec vous en présentiel aujourd'hui, mais je tenais tout de même à partager la perspective de la Caisse aujourd'hui. Merci à la Régie pour son invitation à participer à ce colloque. Écoutez, aujourd'hui, pour aborder le sujet de la prise en compte des bénéfices non énergétiques et amener la perspective d'investisseurs de la CDPQ, je voudrais focaliser mon message sur notre approche en investissement durable et l'intégration que l'on fait des facteurs ESG dans notre processus d'investissement, dans toutes nos décisions d'investissement. Alors déjà, si on passe à la page suivante, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est qu'investir de façon durable? Eh bien, c'est chercher à avoir un impact positif dans le monde dans lequel on vit. Et c'est notre ambition à la Caisse, c'est toute notre volonté de déployer du capital constructif. On est convaincu que performance et progrès vont de pair et que la prise en compte des facteurs ESG doit vraiment pas être vue comme un frein, mais plutôt comme une opportunité de valeur, de création de valeur et de rendement. Alors, pour contribuer à l'économie sur le long terme, on a élaboré une stratégie d'investissement durable qui vraiment englobe la totalité de nos activités et de notre portefeuille. Et on travaille vraiment de concert avec nos sociétés en portefeuille pour créer de la valeur et miser sur des occasions d'affaires qui sont porteuses de croissance et de performance à long terme, ultimement, bien sûr, au bénéfice des déposants de la Caisse. Si on va à la page suivante, dans le fond, à la Caisse, ça fait plus de 20 ans qu'on parle d'ESG. L'intégration des facteurs ESG dans nos opérations remonte grosso modo à la dernière crise financière de 2007-2008.
C'est à ce moment-là vraiment que l'organisation a opéré un virage vers l'intégration des facteurs ESG dans ses investissements, en se concentrant sur une stratégie de long terme, c'est-à-dire en mettant à la fois de l'emphase sur des valeurs qui guident les entreprises et les projets dans lesquels on investit, mais aussi en allant concentrer des efforts vers une présence locale sur des marchés clés et avec des partenariats de pointe partout dans le monde, de façon à investir vraiment dans des actifs de qualité supérieure. On est persuadé que pour un investisseur de long terme comme la Caisse, l'intégration des facteurs ESG est essentielle. Et c'est pour ça que tous nos investissements répondent à une analyse des facteurs ESG que l'on regarde à la fois avec une lentille défensive, donc axée sur les risques, mais aussi avec une lentille offensive, donc axée sur la création de valeur et l'opportunité. C'est une démarche qui fait vraiment partie intégrante de notre stratégie d'investissement. Elle couvre toutes nos catégories d'actifs et elle se fait à la fois en pré-investissement, mais aussi dans le suivi post-investissement, une fois que les actifs sont en portefeuille. Puis vous le voyez sur ce timeline là, cette flèche de temps. Au fil des années, on a rehaussé et sophistiqué notre approche et notamment pris des engagements structurants en devenant membre fondateur des principes sur l'investissement responsable, les UNPRI, et puis plus récemment en devenant également membre fondateur de plateformes collaboratives à l'échelle internationale comme l'Alliance des propriétaires d'actifs net zéro ou encore le réseau de leadership d'investisseurs où la Caisse travaille avec ses pairs de l'industrie et ça nous permet d'exercer un leadership sur des thématiques qui rejoignent vraiment l'ensemble des joueurs de l'industrie. Si on va à la page suivante, vous remarquerez qu'on a plusieurs leviers d'action sur lesquels on mise pour influencer nos sociétés en portefeuille et nos gestionnaires externes. Alors, je les passerai pas tous en revue, mais je voudrais simplement focaliser sur certains d'entre eux, parce que pour assurer l'intégration et le maintien des facteurs ESG au sein des organisations, vraiment, on agit sur 3 fronts principaux, je dirais. Le premier, c'est l'intégration des facteurs ESG dans l'analyse de nos investissements. Le deuxième, c'est le dialogue direct et la collaboration qu'on a avec les sociétés de notre portefeuille. Et puis finalement, en tant qu'actionnaire, notamment pour les sociétés cotées en bourse, on a un droit de vote qui nous permet d'exercer une opinion et de prendre position sur des sujets qui nous sont clairs. Donc, au niveau de l'analyse ESG, dans le fond, elle est intégrée et réalisée par nos équipes, intégrée par nos gestionnaires de portefeuille et dans tous nos comités d'investissement, à la fois avant que la décision soit prise, mais aussi en suivi une fois que l'investissement est dans notre portefeuille. On analyse bien sûr la stratégie globale ESG de l'entreprise, mais on a aussi un certain nombre de priorités sur lesquelles je vais revenir un petit peu plus tard, la gouvernance, la diversité et l'inclusion, et puis bien sûr les changements climatiques. Alors évidemment, d'une industrie à l'autre, les enjeux ESG sont différents, le niveau de matérialité va varier d'une industrie à l'autre. Alors le défi pour nous, c'est bien sûr de valider que les cibles, les indicateurs qui sont choisis par l'entreprise sont les bons, sont pertinents, et que les cibles fixées soient suffisamment réalistes et ambitieuses pour vraiment faire bouger les lignes. Et puis c'est quelque chose qu'on le revoit aussi de façon périodique quand on fait des revues de portefeuille. Les éléments ESG sont également considérés dans cette revue-là. Deuxième volet, j'évoquais, c'est le dialogue avec les sociétés. On est intimement convaincu que l'atteinte de nos objectifs d'investissement durable ne passera que par la collaboration avec les sociétés du portefeuille. C'est une façon pour nous de maintenir un dialogue ouvert, constructif avec les dirigeants de ces entreprises-là, puis de développer une meilleure compréhension de leur stratégie et d'être capable de les appuyer en la matière également, puisqu'on a au sein de l'organisation un certain nombre d'experts avec lesquels on peut les mettre en contact. Et puis finalement, je l'ai mentionné, le vote actionnarial qui nous permet de nous exprimer sur un certain nombre de thèmes précis. Et c'est donc la combinaison de tous ces leviers d'action qui font en sorte qu'on est en mesure de favoriser une performance et l'alignement des opérations des entreprises sur la transition vers une économie plus durable, plus juste, plus inclusive. Si on va, je vais passer rapidement sur la page d'après, qui est juste vous
vous donne un petit peu à très très haut niveau les 3 piliers de notre approche d'investissement durable. Puis je vais m'appesantir davantage dans les pages qui suivent sur le volet climatique. Mais au-delà du volet climatique, on regarde également avec beaucoup d'intérêt l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc un thème social qui est pas sans lien par ailleurs avec les enjeux climatiques. Puis on pourrait y revenir plus tard dans la conversation. Puis également la gouvernance, évidemment, la saine gouvernance des entreprises, qui est un pilier historique sur lequel on est positionné depuis le début. Si on va à la page suivante, vous voyez les 4 grands piliers de notre stratégie climatique. Je parle de la stratégie initiale qui a été lancée en 2017, puisque une prochaine mouture sera lancée prochainement. 4 piliers, j'évoquais. Donc le premier, c'est prendre en compte le climat dans chacune de nos décisions d'investissement. Donc, tout investissement potentiel est soumis à une analyse rigoureuse par chacun des comités d'investissement qui eux-mêmes incluent des membres de notre équipe de direction. Et c'est un processus qui nous permet vraiment de mesurer et de suivre en continu l'atteinte des cibles climatiques que l'on s'est fixées et d'identifier des occasions pour la caisse d'investir dans d'autres actifs, disons, sobres en carbone. Le deuxième pilier, c'est d'augmenter nos investissements sobres en carbone. On a en fait doublé entre 2017 et 2020, on a doublé nos investissements sobres en carbone et on en a maintenant pour 36 milliards d'actifs sous gestion, principalement dans les énergies renouvelables et les infrastructures durables. Le troisième pilier, c'est de réduire l'intensité carbone. On s'était fixé une cible de moins 25% d'ici 2025, et en 2020, on a finalement réduit notre empreinte de déjà 38%, donc bien au-delà de la cible que l'on s'était fixée. La façon dont ça fonctionne, c'est que chaque portefeuille de la caisse dispose d'un budget carbone dont les équipes d'investissement tiennent compte dans leur planification stratégique et elles s'assurent du respect. C'est essentiel vraiment pour réduire notre intensité carbone. Et on est aussi un des seuls investisseurs au monde à avoir intégré l'intensité carbone dans la rémunération variable de nos employés. C'est un message sur lequel je vais insister parce qu'encore une fois, peu d'investisseurs institutionnels du calibre de la caisse ont été jusque-là. Et le quatrième et dernier pilier, c'est le leadership institutionnel que l'on souhaite jouer. Donc juste pour mentionner quelques plateformes sur lesquelles on est impliqué, le réseau de leadership d'investisseurs qui regroupe 14 membres de notre industrie, qui focalise notamment sur les changements climatiques, mais aussi sur la diversité et les infrastructures durables, ou bien encore le réseau, l'Alliance des propriétaires d'actifs net zéro, où tous les membres focalisent sur l'atteinte d'un portefeuille net zéro d'ici 2050. En 2020, on a dépassé les cibles que l'on s'était fixées en 2017 et on compte désormais donc parmi les principaux investisseurs en énergie renouvelable dans le monde. D'ailleurs, il y a plusieurs investissements ou réinvestissements qui ont été ajoutés dans notre portefeuille sobre en carbone en 2020. Pour en nommer quelques-uns simplement, Azure Power, qui est un réinvestissement dans l'un des leaders en développement et en exploitation de projets d'énergie solaire en Inde, et plus localement, un réinvestissement dans Han Energy, qui est l'un des chefs de file en termes de solutions de recharge pour les véhicules électriques au Canada. Je terminerai en disant qu'on souhaite continuer sur cette lancée, bien évidemment, en travaillant à rehausser notre ambition de plusieurs façons. Alors d'abord, en misant davantage sur les actifs qui soutiennent la transition, en accroissant nos efforts de réduction d'intensité carbone à travers le portefeuille et en diminuant notre exposition aux énergies fossiles polluantes. On travaille donc à une nouvelle stratégie climatique pour poursuivre le travail entamé en 2017 et on désire se définir des cibles plus ambitieuses d'investissement dans les actifs sobres en carbone, y compris en explorant de nouveaux secteurs technologiques, donc en allant au-delà des secteurs plus traditionnels que sont les renouvelables, l'immobilier vert ou le transport public. Les budgets carbone que j'ai évoqués tout à l'heure vont rester parce que c'est vraiment un levier qui a prouvé qu'il pouvait amener des résultats tangibles. Et puis on travaille également sur le thème de la transition et enfin sur le thème des risques, que ce soit les risques climatiques, physiques ou encore les risques de transition.
Donc, je terminerai là-dessus simplement en vous remerciant et au plaisir d'approfondir chacune de ces perspectives-là lors de la discussion. Merci. Merci, M. Crémet. Alors, merci bien. On va retourner en salle. On va retourner avec M. Ribault. Alors, M. Ribault est directeur du Bureau de la transition écologique et de la résilience de Montréal. Il a cofondé l'organisme Équiterre en 1993. Il a participé à sensibiliser la population à plusieurs enjeux environnementaux, entre autres l'agriculture biologique et le transport en commun. M. Ribault. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis super content d'être ici avec vous à cet événement-là. C'est la première fois que mon employeur me permet de sortir de ma cuisine depuis 1 an et demi. Puis je vous avoue que ce matin, j'étais un peu inquiet parce que je me disais, tu sais, 1, sont où mes pantalons? 2, c'est lesquels que je prends qui vont fitter avec ma chemise, mes bas. Je suis assez fier de mon résultat. Puis d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas ici, qui ne sont pas en présentiel, je vais vous dire que tout le monde a bien réussi là, dans la salle. Là. J'ai vu une belle harmonie là, dans les vêtements, fait que bravo. Donc, bien content qu'enfin on peut recommencer à avoir ces échanges. Moi, dans le fond, j'ai échangé, là, quand j'ai envoyé ma présentation, j'ai échangé à peu près 10 courriels avec les organisateurs qui me disaient « Est-ce que c'est la bonne présentation? » Je disais « Oui, c'est ça que je veux présenter. » Êtes-vous certain? Oui, peux-tu me confirmer par écrit que c'est la bonne présentation? Fait que vous allez voir, c'est pas contrairement aux autres panélistes, j'ai une très courte présentation. Puis dans le fond, je veux faire un point, j'ai quelques idées à vous partager, quelques réflexions à vous partager, puis vous parler un petit peu de ce qu'on est en train de faire à la Ville, qui, je pense, qui rejoint beaucoup, avec un peu de retard, par contre, là, ce que la Caisse vous a présenté. Donc, prochaine et dernière slide. Si vous avez à retenir une seule chose de ce que je vais dire, c'est ce chiffre-là. Donc, le chiffre 0. Et on se pose beaucoup de questions, puis je vais vous expliquer un peu sur quoi on travaille à la Ville, mais sur comment on va intégrer des objectifs climatiques, entre autres, mais aussi des objectifs sociaux dans la prise de décision de la Ville. Et évidemment, il y a toutes sortes d'approches, puis ça devient très complexe très rapidement. Comment, bon, l'approche que Philippe évoquait, de dire on va transformer en valeur monétaire des bénéfices environnementaux. Bon, alors il y a toutes sortes de choses qu'on veut faire, mais il y a aussi une autre approche qu'on a utilisée historiquement pour les impacts environnementaux et les impacts sociaux, qui est de simplement dire oui ou non. Donc, on n'a pas, lorsqu'on a décidé dans les années 60 d'obliger les fabricants automobiles d'avoir des ceintures de sécurité, merci Philippe, on n'a pas dit on va faire une analyse à chaque fois qu'on construit une auto, à savoir ça vaut-il la peine ou pas de mettre une ceinture de sécurité. On a dit vous devez le faire. Puis les entreprises ont dit on va tous faire faillite. Puis les gouvernements ont dit vous devez le faire quand même. Ils l'ont fait. Puis depuis, bon, c'est intégré. À un moment donné, je ne sais pas quand dans l'histoire, on a décidé qu'un bâtiment d'une certaine grandeur devait avoir 2 sorties de secours, 2 escaliers, protégés par le feu. Pour avoir construit un bâtiment, je peux vous dire que ça coûte très, très, très cher faire ça. Encore une fois, on ne fait pas une analyse coût-bénéfice à chaque fois qu'on construit un bâtiment. C'est un règlement. On se dit, le bienfait, sauver des vies, ça vaut la peine. Puis le dernier exemple que je vous donnerai, c'est la pandémie. On ne s'est pas posé trop de questions à savoir est-ce qu'on va laisser des gens mourir ou pas. On s'est dit on va mettre tout en œuvre dans les 2 dernières années, pour sauver des vies. Alors là, l'objectif n'est pas nécessairement 0, mais l'objectif est de tendre le plus proche possible de 0 dans un cas comme ça de santé publique. Et on met énormément de moyens, on met plus de moyens qu'on n'a jamais mis sur une cause, peut-être depuis une guerre, là, pour tenter de venir à bout de cette fameuse pandémie. Et donc, là, j'arrive un peu plus à ma présentation, mais dans le fond, le plan climat, les plans climat qui sont développés, le plan climat qu'a développé la Ville et ce qu'on est en train de mettre en œuvre sur la période qui est notre plan 2020-2030,
Oui, on a une cible en 2030 de réduire de 55 nos gaz à effet de serre, mais la cible qui est basée sur la science, c'est la carboneutralité en 2050, qui veut essentiellement dire qu'il faut se rendre à zéro. On peut avoir des débats techniques et scientifiques toute la journée, toute la semaine, toute l'année sur comment, c'est quoi la carboneutralité, puis jusqu'où. Mais, tu sais, long story short, il faut arriver extrêmement proche de zéro, puis peut-être qu'on pourra compenser un peu des émissions qu'on aura encore, mais essentiellement, il faut se rendre à zéro. Dès que c'est possible de le faire, il faut avoir des projets qui sont à zéro émission. Bon, alors, tu sais, la Ville de Montréal, puis là, je vais parler un petit peu de ce qu'on fait à la Ville, puis vous allez voir le lien que je fais avec cette cible de zéro. La Ville de Montréal, c'est une organisation qui n'est pas simple à tourner, tu sais, comme plusieurs grandes organisations. C'est 19 arrondissements qui ont chacun des pouvoirs qui sont dans la loi. Donc, ce n'est pas un conseil municipal, mais c'est 20 conseils, dans le fond, qui prennent des décisions, premièrement. C'est 28 000 employés qui desservent presque 2 millions de personnes parce qu'il y a des responsabilités de la Ville qui touchent à l'agglomération, donc qui touchent aux 15 municipalités sur l'île qui ne sont pas la Ville de Montréal. C'est un budget de 6 milliards de dollars par année. Donc, c'est certain que de changer alors, tu sais, quand on est environnementaliste, on dit au gouvernement pour municipalité, vous devez changer tout de suite. Quand on arrive à l'interne, puis qu'on se dit, OK, mais comment on fait pour changer tout de suite? Et puis comment on fait pour que les 28 000 employés, tout d'un coup, se mettent à faire des choses complètement différemment que ce qu'ils faisaient depuis toujours? C'est pas simple. On est en train de le faire. Bon, la Caisse de dépôt, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que la Caisse de dépôt a fait. Puis, parenthèse, là, anecdote, quand j'étais à Équiterre, M. Sebia, qui était le PDG de la Caisse de dépôt, a présidé un de nos cocktails bénéfices. C'était juste après que cette politique soit adoptée. Puis on est dans le pré-cocktail, puis il y a plein de monde de la Caisse de dépôt qui sont là, et on se met à jaser avec eux autres. Puis de toute évidence, il y a des gens qui sont là qui n'ont jamais été dans un événement avec des environnementalistes, qui n'ont jamais rencontré un environnementaliste. Et là, on réalise ça, puis on leur dit, ouais, mais là, les objectifs de la Caisse, ça va-tu vraiment marcher? Ils nous répondent, c'est certain que ça va marcher, c'est relié à mon salaire. Et donc, c'est devenu assez clair. Je pense que M. Sebia avait eu la bonne vision de se dire, il y a des moments où l'incitatif financier fait vraiment la différence, puis où on peut vraiment aller chercher. On n'a pas cette capacité, on n'est pas à la ville, donc il faut y aller différemment. Donc, on est en train de mettre en place un test climat. C'est une des mesures phares du plan de la Ville de Montréal. Et en fait, je dis on a mis en place un test climat. Donc, depuis quelques semaines, toutes les décisions qui sont prises à la Ville de Montréal qui nécessitent une instance, donc que le comité exécutif ou que le conseil municipal se prononce, doit passer par une première étape de ce que va être d'un test climat qui est là, mais qui va évoluer. Un test climat, c'est quoi? C'est deux choses, si je simplifie beaucoup. C'est premièrement d'évaluer c'est quoi l'impact. Dans notre cas, là, puis j'en parlerai pas, mais il y a l'impact des gaz à effet de serre, auquel je réalise qu'il va falloir inclure un volet énergétique, parce qu'évidemment, les deux sont liés. Dans notre cas, on ajoute un volet adaptation, qui est beaucoup plus complexe que de calculer des gaz à effet de serre, mais c'est une autre présentation. La deuxième étape du test climat, c'est de s'imposer des seuils. Puis c'est là que je reviens à mon point du départ, puis au zéro. C'est que, dans le fond, pour l'instant, ce qu'on a mis en place, c'est la première étape du test climat. Donc, présentement, on est en train de passer dans chaque dossier, de faire une évaluation de c'est quoi l'impact gaz à effet de serre de ce dossier-là. Puis éventuellement, il va falloir dire à certains des promoteurs internes de la Ville, bien, ce projet-là, il marche d'un point de vue, il passe le test climat ou il ne passe pas le test climat. Pour l'instant, ce qu'on a, c'est de dire, est-ce que ce projet-là ou cette initiative-là nous empêche d'atteindre notre cible en 2030, ce qui est extrêmement compliqué à déterminer parce que notre cible, c'est moins 55, c'est pas zéro. Et la deuxième question, c'est est-ce que ça nous permet d'atteindre, est-ce que ça rend plus difficile d'atteindre la carboneutralité en 2040 pour nos propres opérations, qui est la cible de Montréal, ou en 2050 si c'est un projet qui touche à la collectivité? Et ça, c'est un petit peu plus simple à évaluer. Ce n'est pas super simple, mais c'est un petit peu plus simple.
donc, on n'a pas encore la réponse à la question que je pose. Est-ce que ça devrait être 0 dans tous les cas? Sans doute que non. Mais on est en réflexion là-dessus, puis c'est une question, je pense, qu'il faut se poser, surtout lorsqu'on est devant des projets d'infrastructure qui vont perdurer dans le temps pendant des décennies. Évidemment, c'est le cas pour la ville. On construit des routes, on construit des bâtiments, on construit des infrastructures qui vont être là pendant très, très, très longtemps, dans certains cas, des centaines d'années. C'est le cas au niveau énergétique aussi pour plusieurs projets. Comment ça va pour le temps? Pardon? Bien, je dirais que je t'inviterais peut-être à clore, tu sais. Moi, tu m'as posé la question, Sidney, je te réponds, là, regarde. Tu sais, j'ai toujours été assez franc. Arrêtez là d'abord. Bon, d'accord. Parce qu'on a beaucoup de questions. Alors, merci Sidney Ribault. Alors, nous avons les panélistes, nous en avons 2 sur les ondes, comme dirait Clémence, et nous en avons 2 en salle. Je vais commencer, en fait, il y a plusieurs interrogations, et je vais commencer avec le président du BAP, et que je vais appeler Philippe. Philippe, comment à partir de l'instant où la régie s'intéresse de plus en plus au BNI, et elle va s'intéresser, je pense, de plus en plus, et elle va concrétiser beaucoup de choses, comment tu vois la synergie entre le travail que vous faites avec votre mission et celle de la régie? Comment vous voyez une possible synergie? D'abord, je dis qu'il doit y en avoir une. Il y aurait probablement même, cette réflexion aurait dû se tenir même bien avant que cette question-là se pose, mais c'est une belle opportunité d'engager un dialogue parce qu'effectivement, il y a des similitudes, mais en même temps, il y a de grandes différences. Et donc, il ne faut pas penser que l'un va se mettre à faire le travail de l'autre. Je pense loin de là. Je pense qu'au contraire, on peut apprendre l'un de l'autre sur les approches de travail. Mais aussi, il faut comprendre justement les distinctions. Le BAP va toujours être une organisation qui intervient d'abord sur des projets, essentiellement. Donc, les grandes politiques, les choix d'investissement, comme certains des dossiers que la régie traite, c'est pas le genre de choses que nous, on traite. Donc, nous, on arrive en bout de tuyau. Ceci dit, on a tout intérêt à ce qu'au début du tuyau, les grandes questions aient été posées pour éviter qu'à la fin, on les traite dans un mauvais contexte. C'est souvent ce qui arrive. C'est-à-dire que là, on arrive avec un projet qui, finalement, soulève des questions de politique publique qui ne sont pas nécessairement de notre ressort, mais qui, puisqu'ils n'ont pas été traités correctement en amont, ça crée appelons ça une distorsion, des frustrations même à rigueur, puis assurément un manque d'efficacité au niveau de la gouvernance décisionnelle de l'État. Bref, c'est une belle piste que vous posez. Moi, en tout cas, je pense que c'est nécessaire parce que je suis sûr que ça peut être très gagnant là, comme approche de favoriser les deux. Il y a des grandes différences, comme je disais tantôt aussi, en termes de participation publique, par exemple, ce genre de choses-là. On n'est pas du tout à la même place, et tant mieux. Donc, mais ça va être complémentaire. Puis, je ne vois pas ça du tout comme un risque de conflit éventuel. Merci, Philippe. J'aurais une question similaire pour M. Crémet puis M. Bassett. Dans le cadre de vos fonctions respectivement, vous avez à interagir avec des entreprises dont certaines sont des grands consommateurs, qui ne sont pas directement visés par les travaux de la régie, mais qui peuvent être impactés par certaines décisions qui sont rendues, notamment via le fait que la régie réglemente des distributeurs d'énergie. Si on vous posait une question similaire à celle qui a été posée à Philippe Bourque, comment entrevoyez-vous la synergie entre vos clients ou vos partenaires et l'impact que peut avoir la régie par ses travaux lorsqu'elle favorise l'intégration des BNI? Je peux peut-être débuter. Merci pour la question. Dans le fond, je pense que l'idée c'est de considérer toutes les parties prenantes dans une réflexion comme celle-ci. Donc à la fois les positionnements des gouvernements et
des directions qui en relèvent, et aussi du côté de la caisse d'un point de vue investisseur. Je pense que tous les leviers sont importants pour faire cheminer une entreprise vers une amélioration de la prise en compte des BNA. Je sais plus qui l'a évoqué en début de rencontre, mais entre les décisions et les annonces qui sont faites par les gouvernements, dans le fond, le temps de l'annonce est peut-être passé. Il s'agit maintenant de passer à l'action, et du coup, je suis convaincu que au niveau des entreprises, des émetteurs, il y a une collaboration étroite qui doit être faite avec toutes les parties prenantes. Ça intègre celles des différents paliers gouvernementaux, ça intègre la perspective d'investisseurs, ça intègre aussi la haute direction de l'entreprise et son conseil d'administration. En tout cas, nous à la Caisse, on travaille étroitement avec toutes ces parties prenantes là, et notamment avec les équipes de direction des sociétés de notre portefeuille, avec le souhait à la fois de bâtir un dialogue constructif dans la durée avec chacune d'entre elles, d'utiliser les leviers d'influence que j'ai évoqués tout à l'heure, comme notre vote actionnarial ou l'engagement qu'on peut faire avec les sociétés. Pour donner un exemple, en début d'année, pour la compagnie, c'est pas une compagnie québécoise, c'est une compagnie américaine, mais pour la grande société Berkshire Hathaway, la Caisse a pour la première fois déposé une proposition d'actionnaire pour inviter la compagnie à déposer un plan associé de cibles crédibles sur la réduction de ses gaz à effet de serre. C'est une proposition qui a eu un succès assez important pour une première, surtout dans le cadre d'un premier dépôt. Donc c'est le genre d'actions qui sont nécessaires pour faire bouger les lignes, et c'est complémentaire au rôle que peut jouer la régie également, de mon point de vue. Je vous remercie. Est-ce que M. Basset, vous aviez quelque chose à ajouter? Il est plus là. Attends, je vais juste vérifier. Ah, il est de retour. Avez-vous posé la question à moi? Je m'excuse. En fait, quand j'avais posé la question, elle s'adressait et à M. Crémet et à vous, mais si jamais vous ne l'avez pas entendu, je peux arriver avec une question secondaire là, qui vous a été adressée par un des conférenciers, M. Pinault, Pierre-Olivier Pinault, je m'excuse. du panel 3. Donc, on va faire de l'intégration de différents panels. Il avait une question pour vous, M. Basset. Il se posait la question, quel mécanisme a votre préférence pour améliorer la performance énergétique des entreprises? Est-ce que c'est des programmes qui sont développés par des distributeurs d'énergie, lesquels seraient approuvés par la Régie de l'énergie ou un autre régulateur? Est-ce que c'est des programmes ou des subventions qui émanent d'agences d'efficacité énergétique ou du ministère? Troisième option, est-ce que c'est des normes qui seront imposées par de la législation, de la réglementation? Ou enfin, est-ce que c'est des mécanismes de prix et taxes ou gestion des GES? Est-ce que vous avez une préférence? Puis si vous voulez élaborer également sur la multiplicité des mécanismes pour intégrer les BNE, bien, je vous passe la parole. Wow. Je pense que la réponse, dans un sens, est toute de ça. La valeur des programmes, c'est certain, parce que ça tire des utilisateurs de participer dans la gestion de l'énergie, efficacité énergétique, quand leur préoccupation typiquement est beaucoup plus axée vers activité économique, production, la production de leurs produits. Comme ça, les programmes leur attirent vers aussi des actions qui vont générer des économies énergétiques et des bénéfices reliés avec ça environnemental. Et je peux dire que Il semblerait qu'on a un ennui technique. On va
questions aux gens en salle. Comme ça nous permettra peut-être de retrouver nos présentateurs, nos conférenciers qui sont à distance. En fait, on demande si le BAP envisage d'intégrer de façon plus explicite l'analyse avantage-coût dans les critères d'évaluation pour que le commun mortel, en fait, puisse voir ces choses-là. Précision. Tantôt, j'ai évoqué le fait que c'était une pratique de plus en plus qui allait devenir possiblement la norme, évidemment pour des grands projets, pas pour les petits projets, parce qu'elle est maintenant, le ministère de l'Environnement peut exiger de l'initiateur de faire une telle analyse. Ce n'est pas le BAP qui fait des analyses. Je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent bien ça. Évidemment, on fait une analyse du projet, du dossier, mais on ne produit pas d'analyse. Nous ne sommes pas des commissions scientifiques et techniques. Donc, c'est l'initiateur lui-même qui fait produire cette analyse-là à la demande du ministère et elle nous est soumise. Évidemment, c'est une pratique en émergence. Je vous dirais, c'est quand même une pratique qui est assez rare. Dans le cas de GNL, tantôt, je vous donnais l'exemple, là, ça l'a embarrassé assez l'initiateur puisque le modèle qu'on lui a fourni, une espèce de feuille de route pour produire l'analyse, elle était copiée-collée du ministère des Transports. Donc, en partant, donc vous voyez, on est quand même dans le balbutiement. L'idée est là, puis il y a du travail à faire comme dans toutes les autres pratiques dont on a parlé. Mais nous, évidemment, plus il y aura de ce type d'analyse-là qui va être présenté, probablement que dans la manière de rendre nos rapports, par exemple, on pourra avoir un chapitre pour traiter spécifiquement de ça. Mais si je reviens à GNL, si vous vous rappelez de la conclusion de la commission, c'était la somme des inconvénients dépasse celle des avantages. En réalité, c'était le message quand même qui a été retenu, sans qu'on en ait fait une démonstration dans le rapport comme tel. Bref, c'est là qu'on en est. Je pense que c'est clair qu'il y a un enjeu de communication, puis on va sans doute l'exploiter parce que ça résonne, on le sait que ça résonne dans la tête des gens de comprendre, bien là, qu'est-ce qui est bon pour la société dans cette histoire-là. On va passer à une question de la salle. C'est Philippe Rafaz, je crois. Merci. Oui, masqué. Bonjour, merci. Philippe Rafaz du Centre Helios. Si vous me permettez, j'aimerais revenir à la question que Marc avait posée à Philippe et sa réponse. C'est une question, je pense, très importante. Si vous me permettez, j'aimerais rajouter un contexte historique à cette question qui était très présent au moment de l'établissement de la loi sur la régie. Au moment du débat public sur l'énergie, j'avais fait une étude pour le ministère des Ressources naturelles sur l'application de la planification intégrée de ressources en Colombie-Britannique. Et justement, cette interrelation entre le régulateur énergétique et environnemental était très précis et explicite. Le régulateur, dans un plan de ressources, fait le choix un peu générique ou général de quelles seraient les meilleures ressources. Ensuite, ça passe au régulateur environnemental pour regarder en détail ses impacts. Et si c'est encore positif, il retourne au régulateur énergétique pour l'autoriser. Alors, excusez-moi. Selon ma compréhension, au moment du débat sur la loi 50, cette structure était bien discutée et était voulue, mais selon les rumeurs que j'entendais à l'époque, et peut-être Philippe saura plus, il n'y a jamais eu entente entre les deux ministères pour une telle collaboration. Et je doute que ce serait possible de faire sans modification législative, mais je pense quand même que c'est l'objectif et c'est essentiel que les deux organismes collaborent. C'est tout. Mise en contexte, Philippe, est-ce qu'il y a quelque chose, à part cette mise en contexte, est-ce qu'il y a une question? Là, je fais mon rôle de Richard. Est-ce que vous avez une question? Monsieur Turgeon. Oui. Pensez-vous qu'il sera utile d'avoir dans la loi une collaboration, un échange explicite entre la régie et le BAP ou le ministère sur la relation que l'évaluation environnementale des projets soit un intrant aux décisions finales de la régie en relation, par exemple, à l'article 73? Je vous dirais qu'en règle générale, je réponds depuis 14 ans, vous le verrez dans la décision, mais là, il n'y aura plus de décision. Alors, je vous dirais que c'est un excellent propos. Je pense que vous allez voir comment je suis capable aussi, je n'ai pas perdu mes habitudes de repasser. Je pense que nos collègues ont démontré des choses. Évidemment, je vous dirais, Philippe, qu'à partir de l'instant où il y a certains enjeux qui vont devenir si importants
qu'il va y avoir une synergie. Quand je parlais de synergie avec le président du BAP, on parle de synergie de toute façon avec Sina. Ça fait longtemps qu'on parle de synergie, là. Moi, je pense qu'à quelque part, je vous dirais, on a parlé un peu plus tôt qu'il y aura un tarif qui vient, où je n'en ai parlé en premier, un tarif qui vient avec Énergir et Hydro qui va venir cet automne rapidement à la régie. Il y a une synergie qui se met en place. Et on l'a vu avec Louise et avec Nicolas dans Tech, qu'il y avait cette synergie de la transition. Je ne suis pas le législateur, que Dieu m'en garde, puis que Dieu les garde, mais il y aura une synergie qui va arriver. Et de toute façon, on est tous là aujourd'hui parce qu'on croit à cette synergie. On croit qu'il faut changer un peu différemment. Et je pense que nos collègues qui maintenant, ils sont en veston et pas cravate, là, mais en veston, je ne les ai pas connus toujours comme ça. Ils matchaient bien, mais ils n'étaient pas toujours de même. Et je pense que c'est vers ça que la société québécoise va aller. Moi, je pense que Monsieur le ministre, ce matin, a énoncer des choses qui, dans mon livre à moi, et je regarde mon président jusqu'à ce soir, qui risque d'avoir des nouveaux mandats, où il risque d'avoir des préoccupations. Et ces préoccupations-là de synergie, Philippe, il ne faut pas cesser de mentionner. Il faut se lever les manches et faire cette synergie-là. Et je pense que les organismes ont de plus en plus de maturité. Et là-dessus, je vais passer à un autre appel. Ça vous va? Est-ce que je peux faire une petite question complémentaire au président du BAP? Si c'est une vraie question, je peux vous le permettre. C'est une vraie question. Monsieur Bourque, pensez-vous qu'il serait souhaitable d'avoir une intégration plus explicite entre l'étude, par exemple, d'un projet d'investissement entre les deux organismes? J'hésite dans la réponse parce que des fois, dans le souhait, il y a toute la complexité qui vient avec, qui fait que finalement, on est mieux peut-être avec des approches moins encadrées. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, on se bute à des problématiques de législation, puis que ça amène à confusion et tout ça. Donc, c'est pour ça que le mot souhaitable est bon. Mais maintenant, il faudra voir. Les organisations sont quand même différentes. D'abord, je précise, effectivement, ce ne serait pas le BAP qui serait mêlé à une situation comme ça. C'est le législateur, il a le contrôle sur le ministère de l'Environnement. Ce dialogue entre les deux ministères, jusqu'à encore récemment, c'est toujours deux ministères quand même, on le sait, là, qui ont des difficultés à dialoguer. On va le souhaiter que ça s'améliore aussi, comme dans toute autre sphère, là, mais on le souhaite. On le souhaite. C'est Merci un souhait. Merci. On va passer à une prochaine question de la salle, si vous voulez vous approcher. Et on reconnaît Maître Neumann. Bonjour, Maître Neumann. Vous pouvez y aller. Oui, bonjour, Dominique Neumann pour le RTIE. Ma question est à M. Crémet. Ce serait de voir avec vous comment, un peu pour prendre l'image qu'a présenté M. Donsky, savoir où se trouve la rondelle actuellement et où est-ce qu'elle s'en va. Quant à la manière de prendre en compte les ESG dans les décisions d'investissement du CDPQ, il y a trois manières possibles de les prendre en compte qui ont été évoquées par M. Donsky dans sa présentation et dans son rapport. Une première pourrait être d'attribuer une quantification aux différentes ESG, différentes externalités, différents BNE que l'on souhaite prendre en compte. Et donc, ça se traduit par un système de pointage dans la décision d'investir éventuellement. Une autre manière serait de s'en tenir au niveau qualitatif, c'est-à-dire que globalement, on en tient compte, mais dans le jugement global de la décision d'investir, sans attribuer une quantification d'avance spécifique à chacun des facteurs. Et une troisième manière consiste à se fixer des objectifs d'avance qui sont incontournables, et une fois qu'on les a fixés, là, on s'assure qu'ils soient atteints par la décision ou les décisions d'investir. Donc, comment est-ce que vous voyez à la fois, quant à la manière dont le CDPQ prend ses décisions d'investissement actuelles, où se trouve la rondelle actuellement, et est-ce que la rondelle s'en va quelque part ailleurs? Je vous remercie beaucoup pour la question, question très pertinente. Écoutez, c'est une combinaison de tous les leviers que vous avez évoqués. Juste pour vous donner quelques exemples spécifiques sur chacun d'entre eux, et puis j'en ajouterai même un quatrième par la suite.
La question de quantification, de système de pointage, j'ai évoqué tout à l'heure les budgets carbone que nos équipes d'investissement, dont nos équipes d'investissement disposent. C'est exactement ça qui se passe, c'est-à-dire que chaque portefeuille est associé à un budget qui est pris en compte dans l'allocation de capital de chacune des équipes d'investissement et qui doit être suivi comme tel. Donc c'est une façon extrêmement efficace d'orienter les choix d'investissement, donc le même 100 millions de dollars, à savoir où est-ce qu'on le met, parce que en tout état de cause, ça va impacter le budget carbone dont disposent les équipes, et il y a une grande variabilité entre les industries, évidemment. Donc ça amène à faire un choix, des choix très clairs et très assumés en lien avec ça. Le deuxième élément que vous avez évoqué, c'était l'aspect plus qualitatif global. Je dois dire que ça reste quelque chose de très important, notamment parce que tous les BNE ne sont pas au même niveau de maturité. Je pense que sur les enjeux climatiques, il y a un certain consensus sur des indicateurs, sur des taxonomies, sur des certifications externes qui peuvent nous permettre d'avancer plus vite là-dedans. L'ESG, c'est beaucoup plus large que ça. Et sur d'autres thématiques, je travaille beaucoup sur des thématiques sociales, notamment. Le niveau de maturité est pas aussi grand, malheureusement. Donc, le niveau de standardisation des indicateurs, le niveau de divulgation des sociétés sur ces mêmes indicateurs n'est pas du tout au même niveau que sur les enjeux climatiques. Ce qui fait en sorte qu'on n'aura pas le choix que de continuer de s'appuyer sur des notions plus qualitatives. Et par ailleurs, certains éléments se mesurent bien avec des notions qualitative, c'est le cas notamment sur certaines thématiques sociales. Puis en plus, les entreprises sont de tailles différentes. Les plus grandes entreprises cotées en bourse sont habituées à divulguer de l'information de façon très transparente. C'est moins le cas pour des sociétés de taille moyenne, je dirais. Le troisième élément que vous avez évoqué, c'est l'idée de se fixer des cibles. J'en ai parlé lors de ma présentation. Le chemin, il est clair. Notre objectif ultime, et je pense que c'est Sydney qui l'a mentionné pour la ville, on a le même, net zéro 2050, les cibles intermédiaires que l'on se fixe, à la fois d'investissement sobre en carbone, c'est-à-dire l'enveloppe investie dans des actifs sobres en carbone, mais aussi la réduction globale de l'intensité carbone du portefeuille, sont des objectifs que l'on suit, qui sont suivis de façon très régulière par toutes nos instances de direction. Et sur d'autres thématiques en dehors du climat, on s'en fixe aussi. Je pense à la diversité, où on s'est donné des objectifs d'augmenter la diversité sur les conseils d'administration de l'ordre de 30% de représentation féminine pour les compagnies cotées en bourse. Et on s'est fixé le même objectif pour les administrateurs que la Caisse désigne pour siéger en son nom sur des conseils. Donc, tous ces leviers sont à utiliser, je pense, dépendamment de l'enjeu sur lequel on veut se positionner et du niveau de maturité de la divulgation de l'information en la matière. Puis il y a même un autre levier également, c'est d'exclure tout simplement certains placements qui ne cadrent pas avec une stratégie. C'est la raison pour laquelle on a signé le Tobacco Free Portfolio Pledge, par exemple, en début d'année, pour ne plus investir dans les titres du tabac. Donc il y a plusieurs leviers d'action, et à mon sens, ils ont tous leur pertinence. On a besoin de tous les utiliser pour progresser. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Crémet. Merci à vous. Avec votre réponse, on va clore le panel 1. Je remercie les 4 conférenciers pour leur perspective ultra inspirante, pour votre temps, puis votre ouverture d'esprit. Dans cette idée de synergie et de complémentarité. Et j'invite Marc à vous donner les consignes pour la période de lunch. Alors, je suis Monsieur Consigne. Alors, donc, dès que vous allez vous lever de table, vous allez remettre votre masque. Le lunch est servi dans la pièce d'à côté. C'est un buffet. Mais vous choisissez, mais on vous sert, hein, parce que vous ne pouvez pas toucher aux instruments, parce qu'on va les relaver, ça, on n'y arrivera pas. Alors, un coup que vous aurez votre assiette pleine, comme j'espère, vous retournez à vos places déjà où vous êtes déjà assis. Vous pouvez retirer votre masque pour manger, c'est plus agréable. Et
On va faire la période du lunch comme ça. Par ailleurs, les gens de l'hôtel vont faire le service de ramasser, de nettoyer les tables après quand les gens auront terminé. Et je vous rappelle qu'on a aussi un conférencier durant le dîner. N'est-ce pas? Exact. On aura la conférence de M. Duprat aux alentours de 12h15. Donc, ne manquez pas ça. Prenez le temps d'aller remplir vos assiettes, mais revenez la manger avec nous pour qu'on puisse échanger au cours de cette pause repas. Alors, à vos masques, prêts, partez.